Bonsoir. Bonsoir mes amis. Comment allez-vous ce soir? Ce soir, dans cette vidéo, je vous propose de parler d'un tueur en série extrêmement violent. Il s'agit du célèbre Ed Kemper. Installez-vous là où vous vous sentez le plus en sécurité. Et moi, je vais démarrer la lecture du portrait et des crimes d'Ed Kemper. Ed Kemper, le géant de Santa Cruz. Santa Cruz, Californie. Une région paisible entre mer et collines. Dans les années 70, cette ville universitaire est frappée par une vague de crimes d'une brutalité inédite. En moins de 2 ans, 10 personnes sont assassinées. Et derrière ces meurtres se cache un seul homme, Edmund Emil Kemper III, plus connu sous le nom de The Co-Ed Killer, le tueur des étudiantes. Ed Kemper est un géant d'un peu plus de 2 mètres, à l'allure douce, presque timide. Mais entre 1972 et 1973, il a commis des crimes et d'une froideur clinique, tout en restant parfaitement conscient de ses actes. Son histoire est celle d'un enfant brisé, d'un adolescent meurtrier, puis d'un adulte capable du pire. Edmund Emil Kemper, né le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie. Il est le 2e enfant d'un couple déjà en crise. Sa mère, Clarnell, est autoritaire, acide et méprise ouvertement son mari. Son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, s'éloigne rapidement de la famille. Ed grandit au milieu des cris et de la rancune. Sa mère ne cesse de l'humilier. Elle le traite de monstre, de raté, et le force à dormir dans la cave par peur qu'il fasse du mal à ses sœurs. Dans cette obscurité, il développe une imagination macabre. À 10 ans, il tue et enterre un chat de la famille, puis le déterre pour contempler son cadavre. Plus tard, il recommencera cette fois. Il
décapite l'animal. Ces gestes sont des signaux d'alarme, mais personne n'y prête attention. L'enfant est solitaire, très intelligent. Son QI dépassera 140, mais complètement déconnecté émotionnellement. Il dira plus tard: je n'ai jamais appris à aimer, seulement à observer et à imiter. À 14 ans, il rêve de pouvoir, de contrôle. Et quand il se dispute avec sa grand-mère, le 27 août 1964, il passe à l'acte. Les premiers meurtres, ses grands-parents. Ce jour-là, Ed vit chez ses grands-parents dans une ferme isolée du comté de Fresno. Il ne supporte plus les remarques de sa grand-mère, Maud, une femme dure et critique. Il prend le fusil de son grand-père et tire un seul coup dans la tête. Elle meurt sur le coup devant lui et est assise à la table de la cuisine. Quand son grand-père rentre des courses, Ed l'attend dans la cour. Il lui tire dans le dos, puis appelle calmement sa mère pour dire: j'ai tué grand-père et grand-mère. Je ne voulais pas qu'il voie ce que j'avais fait à Maud. Il a 15 ans. Jugé mineur, il est interné à l'hôpital psychiatrique d'État d'Atascadero. Pendant 5 ans, il est évalué, testé, observé. Les psychiatres notent son intelligence, sa mémoire exceptionnelle, son attitude docile. Mais derrière le calme, il étudie les profils des autres patients, apprend à manipuler le langage psychiatrique. Il sait désormais comment simuler la réhabilitation. En 1969, il a 21 ans et il est libéré. Les médecins le décrivent comme guéri et inoffensif. On lui conseille simplement de ne plus vivre avec sa mère. Mais faute de moyens, il retourne chez elle. La vie à Santa Cruz. Clarnell et Ed partagent une petite maison à Aptos, dans la région de Santa Cruz. Leur relation est toujours aussi toxique. Elle se moque de lui, le traite d'échec, lui reproche de ne pas avoir de vie sociale. Il tente de trouver du travail, décroche un emploi dans les travaux publics, mais la colère s'accumule. Ed s'achète une voiture, une Ford Galaxy beige. Et comme il voit souvent des étudiantes faire de l'autostop pour aller à l'université, il se met à leur proposer des trajets. Au début, il les dépose sans incident. Mais avec le temps, le fantasme grandit. Il l'imagine les tuer, les posséder, contrôler entièrement leur destin. En mai 1972, il passe à l'acte. Première victime, Marianne P.C. et Anita Lucchesa. Deux jeunes femmes de 18 ans, étudiantes à Fresno, qui font de l'autostop pour aller à Stanford. Kemper les prend en voiture, quitte la route principale et s'enfonce dans les collines de Santa Cruz. Il les étrangle et les poignarde à mort. Puis il
jusqu'à la maison de sa mère. Là, il les déshabille, les photographie, les découpe. Il enterre les morceaux dans le jardin et jette leur tête dans un ravin. Quelques mois plus tard, il recommence. Sa troisième victime s'appelle Aiko Ku, une jeune danseuse de 15 ans. Il l'enlève à Berkeley alors qu'elle fait du stop pour aller à un cours. Cette fois, il la tue dans sa voiture, puis garde le corps toute la nuit avant de le ramener chez lui. Il dira plus tard « Je voulais qu'elle ne parte jamais ». Les mois passent, la police ne fait pas le lien. Kemper devient plus confiant. En janvier 1973, il tue Cindy Scholl, 19 ans, qui l'abat d'une balle dans la tête. Il cache son corps dans sa chambre pendant que sa mère dort dans la pièce d'à côté. Le lendemain, il la découpe dans sa baignoire, met les morceaux dans des sacs en plastique et les jette depuis une falaise au bord de l'océan. En février, il tue Rosalind Thorpe et Alice Liu, deux étudiantes qu'il prend à bord sur le campus de Santa Cruz. Il leur tire dessus dans la voiture et ramène leur corps chez lui, une fois encore. Toujours les mêmes gestes, photographie, mutilation, décapitation. Ils gardent leur tête pendant plusieurs jours, les contemplant comme des trophées. Avril 1973, Ed Kemper vit toujours chez sa mère. Les disputes sont de plus en plus violentes. Une nuit, elle rentre tard, après une fête. Elle est ivre, épuisée, et il lui dit en riant « Je suppose que tu vas venir me tuer maintenant, hein ?» Kemper répond « Oui, c'est ça. » Quelques heures plus tard, il agit. Il entre dans sa chambre pendant qu'elle dort, la frappe à la tête avec un marteau, puis l'étrangle avec ses propres draps. Ensuite, il la décapite. Il place sa tête sur une étagère et parle longuement à ce visage muet. Plus tard, il dira avoir crié, insulté, frappé la tête, comme s'il essayait d'effacer des années d'humiliation. Puis il invite une amie de sa mère, Sally Hallett, à venir dîner. Lorsqu'elle arrive, il l'étrangle également. Il reste un moment dans la maison, puis quitte la Californie. Pendant 3 jours, il roule vers le Colorado. Mais il ne fuit pas vraiment. Au bout de 1500 km, il s'arrête dans une cabine téléphonique à Pueblo et appelle la police. « Je suis Edmund Kemper. J'ai tué ma mère et son ami. Je crois que c'est fini. » Les agents qui le reçoivent d'abord pensent à une plaisanterie, mais quand il donne des détails précis sur les meurtres, ils comprennent. Ed Kemper se rend sans résistance. Il parle des crimes avec un calme désarmant. Il décrit chaque meurtre, chaque geste, chaque pensée. Les enquêteurs sont stupéfaits par sa mémoire, sa lucidité et son absence totale d'émotion. Il explique qu'il ne tuait pas par plaisir, mais par besoin de domination. Il voulait posséder ses victimes, leur retirer tout contrôle. Il raconte avoir gardé certaines têtes pour parler avec elles, comme s'il recréait une forme de relation qu'il n'avait jamais eue. Ses aveux sont si complets qu'ils ne laissent aucun doute. Il conduit même la police sur les lieux où il a enterré les corps. Chaque détail correspond. Le procès s'ouvre en octobre 1973 à Santa Cruz. Les journalistes du monde entier se pressent dans la salle. Ils découvrent un homme poli, calme, souriant. Aucun signe de
mais 3 psychiatres affirment qu'il est parfaitement conscient de la gravité de ses actes. Il n'est pas fou, seulement froidement rationnel. Le 8 novembre 1973, le jury le déclare coupable de 8 meurtres au premier degré. La peine de mort étant suspendue en Californie, il est condamné à la prison à vie. Kemper déclare : « Si je pouvais choisir, je demanderais la mort par torture. » En détention, depuis, Ed Kemper vit à la prison d'État de Vacaville. Son comportement y est exemplaire. Il lit, participe à des programmes de lecture pour aveugles, enregistre des livres audio. Il est devenu une source majeure pour le FBI. Les agents John Douglas et Robert Ressler l'ont longuement interrogé pour développer le profilage criminel. C'est grâce à lui qu'ils ont pu établir les premiers modèles psychologiques de tueurs en série. Kemper dit ne pas regretter d'être arrêté. Il reconnaît sa monstruosité, mais semble encore prisonnier de son besoin de contrôle. J'ai fait des choses monstrueuses, dit-il, mais je ne suis pas né monstre. On m'a appris à le devenir. Conclusion. L'histoire d'Ed Kemper est celle d'un paradoxe. Un homme d'une intelligence rare, capable de raisonnement complexe, mais vidé d'émotions. Un géant calme et articulé qui a commis des actes de barbarie inimaginables. Ses crimes ont bouleversé la Californie, mais aussi la manière dont la justice et la psychiatrie envisagent les tueurs en série. Il a contribué malgré lui à la naissance du profilage moderne. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans après son arrestation, Ed Kemper reste enfermé, sans espoir de sortie. Et quand on lui demande s'il se considère comme fou, il répond : « Non, j'ai simplement cessé de me sentir humain. » Voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo sur Ed Kemper et ses crimes abominables. J'espère que cette vidéo vous aura fait frissonner, vous aura un peu dégoûté, vous aura fait peur. Et oui mes amis, il y a des fous partout. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, je vous fais de très gros bisous sanglants. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. Soyez prudents, barrez vos portes et surtout, gardez l'œil ouvert, mes amis.